Sébastien Martin, donc directeur solutions numériques et qualité pour la destination Vendée Expansion. Pascal Vinaud, responsable de projets transversaux tourisme numérique innovation à ADN Tourisme, et Christophe Clot de Davy the Humanizer. Est-ce que je le dis bien? Exactement. Ouais, ok, super. On va donc parler du SIT, Système d'information touristique pour les non-initiés, partie intégrante de ma stratégie marketing et digitale. On va déjà peut-être débuter par une définition du SIT. Pascal, je vous sens prête pour ça, pour présenter qu'est-ce qu'un SIT aujourd'hui. Alors, ce sera intéressant d'avoir la vision d'un utilisateur, peut-être de la Vendée pour compléter, parce que moi, le SIT, je le connais de loin, mais je l'utilise pas. Donc, ADN Tourisme, c'est la Fédération nationale des offices de tourisme et des comités départementaux régionaux de tourisme, avec 1200 adhérents sur toute la France. Et on fait de l'animation de réseau, et on suit des sujets, et parmi les sujets dont je m'occupe, figure le numérique, l'open data, qui vient piocher dans les SIT. Donc, c'est par ce biais-là que je sais ce qu'est un SIT. Et pour moi, un SIT, c'est vraiment le centre névralgique d'un gestionnaire de destination. C'est son carburant, en fait. C'est là-dedans qu'on a toute la donnée d'information touristique, donc toute l'offre du territoire qui est recensée, qui est qualifiée. C'est une base de données. En réalité, on dit SIT, mais ce qui est derrière, c'est une base de données, un outil. C'est un outil qui est complémentaire au CRM. Si on regarde les logiciels qu'on a dans une destination, on a d'un côté le SIT qui va gérer l'offre, et puis on a à côté souvent le CRM qui va gérer le client, et puis des passerelles entre les deux, et puis parfois aussi des logiciels de commercialisation, des choses comme ça. Et pour moi, c'est vraiment le cœur de métier d'un office de tourisme, d'un CDT, d'un CRT, parce qu'il y a l'offre dedans, et c'est à partir de l'offre qu'on va travailler sur toutes nos missions, que ce soit l'observation touristique, le marketing, la prospective, le prédictif, les statistiques, la vente, l'information touristique évidemment, toutes les informations marketing, et puis le métier premier d'un office de tourisme qui reçoit le visiteur et qui doit lui vendre sa destination et lui donner les informations. C'est tout ça le SIT, donc c'est vraiment le cœur de nos métiers au quotidien. Sans SIT, je pense qu'il n'y a pas de gestionnaire de destination. Est-ce que vous souhaitez complexifier la définition, peut-être apporter des compléments, que ce soit Sébastien? Juste un petit complément. Aujourd'hui, je pense que l'évolution des pratiques et des outils fait que effectivement, la gestion de l'offre dans un système d'information, c'est le cœur du réacteur, mais qu'aujourd'hui, la partie gestion de la relation client est intimement liée à l'offre touristique, et qu'aujourd'hui, c'est la deuxième jambe du SIT, qu'aujourd'hui, en tout cas sur les outils modernes, qui se développent, la tendance est très nettement à l'intégration des fonctions de GRC à l'intérieur du système d'information touristique, et qu'elles ont aujourd'hui même presque un rôle plus important que le traitement de la donnée sur l'offre, puisqu'en fait l'un va pas sans l'autre. L'un va pas sans l'autre, mais aujourd'hui on voit bien que sur l'exploitation de la donnée, on a plutôt tendance à la faire retransiter vers des systèmes tiers, et que par contre la donnée relative à l'exploitation de l'offre et en fait comment elle est consommée, c'est ce qu'on exploite le plus en local, et qu'on a vraiment besoin d'avoir cette information-là directement liée à la partie offre, et que la manière dont on la commercialise, la manière dont elle est consommée, la manière dont on la valorise aujourd'hui, il est indispensable qu'elle soit au cœur du SIT et plus sur des systèmes tiers. Christophe, un complément? Non, parce que nous, on est surtout en tant qu'éditeur de logiciels, ou plus particulièrement sur des outils d'intelligence artificielle que sont les robots conversationnels notamment. Nous, on est plutôt des réutilisateurs de cette donnée. Par contre, c'est vrai que dans la donnée, pour compléter ce qui a été dit, c'est qu'il y a la donnée qui est produite par le territoire, par les sociopros, par les opérateurs. Puis il y a aussi la donnée qui est produite par les utilisateurs, qui dans le cadre, par exemple, d'une GRC, peut être aussi réinjectée dans le système d'information pour venir compléter aussi l'information déjà existante. Merci pour déjà cette base posée. Quelles sont les fonctionnalités du SIT, notamment pour informer, rentrer l'information des professionnels? Quelles sont les fonctionnalités du SIT là-dessus? Comment les professionnels peuvent avoir une meilleure visibilité via le SIT? Alors, je ne sais pas si ma question est très claire, mais comment est-ce que du coup ils peuvent se saisir du SIT pour avoir une meilleure visibilité?
Alors, à l'origine, quand on a commencé de développer les cités, c'était plutôt effectivement les institutionnels qui alimentaient et qui qualifiaient la donnée. Alors souvent, si on remonte aux origines, on avait plutôt tendance à communiquer des formulaires papier ou interroger Par fax. Par fax ou par mail pour en fait savoir quelle était l'offre que proposaient les socioprofessionnels. Elles étaient requalifiées et ressaisies dans les systèmes d'information touristique par les personnels de destination. Aujourd'hui, on voit très clairement que c'est des tâches à très faible valeur ajoutée et où en plus qui sont très chronophages, qui demandent beaucoup de ressources humaines. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer d'embarquer au maximum les professionnels dans le fait de dire, voilà, les outils aujourd'hui sont ouverts. Vous avez la possibilité de pouvoir accéder à vos données dans le système d'information touristique de votre destination et de les mettre à jour en temps réel autant de fois que vous le souhaitez. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une des tendances vers lesquelles toutes les destinations souhaitent aller pour pouvoir d'abord avoir une donnée qui est mise à jour en permanence en temps réel et de pouvoir le faire en ayant finalement des coûts d'exploitation et de fonctionnement du système d'information touristique qui soient le plus allégés sur ces tâches à faible valeur ajoutée au niveau des destinations. Et on peut le repréciser, effectivement, les professionnels ont généralement des fiches à remplir qui permettent d'être mises à jour sur les systèmes d'information touristique et qui permettent de mettre à jour différents sites institutionnels, que ce soit départements, régions, offices de tourisme, partenaires touristiques. Ça permet de mettre l'information à jour à un endroit pour que ça soit relayé sur plusieurs sites. Enfin, si on peut expliquer peut-être de manière simpliste, mais enfin, en tout cas... C'est exactement ça. C'est peut-être d'ailleurs un des points... votre question me fait penser que un des points importants peut-être qu'on n'a pas évoqué dans les fonctions du SIT, on a parlé effectivement de qualification et gestion de l'offre, mais voilà, un SIT aujourd'hui aussi c'est un organe qui est au cœur d'une complexité de systèmes tiers avec lesquels il y a des échanges de données permanents, entrants et sortants. Et donc aujourd'hui, on est même à pousser la réflexion un peu plus loin, de dire OK, on est capable d'ouvrir le système d'information touristique directement aux gestionnaires de structures d'hébergement ou d'activités pour qu'ils mettent à jour les infos. Mais on est même déjà dans une réflexion complémentaire qui est de dire aujourd'hui, si il met déjà à jour des informations, par exemple sur un propre site internet qui gère lui-même, etc., d'arriver à avoir des systèmes de réagrégation où finalement on soit nous aussi capable d'aller récupérer la donnée sur ces systèmes qui sont gérés directement par le professionnel sans lui dire on fait de la double, de la triple saisie sur différents supports. Donc aujourd'hui, c'est aussi une approche qu'on est en train d'étudier et qui est en train de se développer. Vous voulez compléter, Pascal ? Oui, peut-être. Peut-être parce que c'est vraiment un sujet très important, d'autant plus que le professionnel, il a des journées très occupées et mettre à jour plusieurs sites, plusieurs fiches, c'est pas évident pour lui, sachant qu'on lui demande une mise à jour la plus fraîche possible, la plus fréquente possible. Et à un moment donné, il peut être amené à se poser la question de est-ce que je mets à jour ma page Facebook ou est-ce que je mets à jour ma page Google, enfin ma Google adresse, ou est-ce que je vais aller contacter mon OT ou me connecter à mon SIT. Et assez spontanément, malheureusement, j'ai envie de dire, il a tendance à pas aller en premier lieu vers le SIT s'il se rend pas compte, et souvent il se rend pas compte de tout l'impact que peut avoir un SIT et de tous les canaux de diffusion qui sont derrière un SIT. Naturellement, il va se dire, c'est le site internet de mon office, c'est moins important que ma fiche Google, je vais aller mettre à jour ma fiche Google. Donc aujourd'hui, on a des technologies qui se mettent en place, qui permettent d'aller récupérer les infos là où elles sont mises à jour. Il y a des choses vraiment intéressantes qui sortent en termes d'innovation, qui vont aller un peu scraper, je ne sais pas si c'est le bon terme parce que je suis pas technicienne, mais d'aller récupérer les infos sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, et puis d'aller juste peut-être demander une confirmation au prestataire en lui disant « Tiens, on a vu que vous aviez mis à jour votre Google adresse, vous avez changé vos horaires. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous nous confirmez qu'on peut aussi reporter cette info dans notre SIT ?» Et puis il a juste à cliquer oui, non, et ça se met à jour automatiquement. On en est déjà à ces étapes-là pour limiter la saisie et pour faire en sorte que la donnée soit la plus fraîche possible, parce que si elle n'est pas à jour, pour le coup, on perd toute la valeur ajoutée de ce type de système.
Alors, à partir du moment où on a une donnée qualifiée, où on se dit le professionnel, il remplit tous les jours sa fiche, enfin en tout cas, il la tient assez à jour, quelles sont les fonctionnalités qu'on pourrait réutiliser via le SIT pour avoir une stratégie marketing en tout cas plus large, etc. Enfin, là, je me retourne vers Christophe, parce que vous êtes éditeur de logiciels, donc vous savez à quel point c'est important, la donnée fiable et bien structurée. Donc voilà, quelles sont les fonctionnalités qu'on pourrait utiliser à partir du moment où les données sont bien rentrées dans le SIT? Alors, plus de fonctionnalités, on va peut-être plutôt parler de cas d'usage. Ouais, en fait, pardon. ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est que le SIT avec la donnée, c'est un peu le carburant des dispositifs digitaux qui existent aujourd'hui. Le premier dans le site internet, souvent de l'Office de tourisme, par exemple, qui va effectivement aller chercher et sourcer son information dans ce SIT. Mais on le voit aussi aujourd'hui, où on va pouvoir aller utiliser cette donnée dans d'autres dispositifs digitaux et pas simplement sur le site internet. Donc, certains vont mettre par exemple des systèmes de bornes d'information. On va avoir des dispositifs beaucoup plus classiques aussi, ne serait-ce que par exemple au téléphone pour accéder à de la donnée, mais on a aussi des solutions de type chatbot, robot conversationnel, qui vont pouvoir aller puiser dans cette donnée pour pouvoir apporter une réponse à un utilisateur à un instant T. Donc on le voit bien, l'intérêt c'est que non seulement la donnée elle soit bien présente dans le SIT, elle soit correctement, on l'a dit, qualifiée, correctement structurée, pour que l'ensemble des dispositifs qui vont pouvoir utiliser cette donnée puissent l'extraire dans de bonnes conditions, j'allais dire, et la servir, en tout cas, la distribuer dans les meilleures conditions aussi, pour qu'elle puisse prendre toute sa valeur, justement. Donc c'est vraiment là l'intérêt. On le voit aussi à travers d'autres plateformes, puisqu'on a commencé à parler des grands GAFAM et des Google, TripAdvisor et autres, qui eux aussi font la même chose de leur côté, avec une donnée qui n'est pas tout le temps qualifiée non plus, on ne sait pas trop où ils vont la chercher. Donc c'est là aussi l'intérêt, c'est de se dire, par rapport à l'ensemble de ces dispositifs qui existent, comment je vais pouvoir en faire en sorte, que ma donnée elle soit distribuée au plus grand nombre, parce qu'en multipliant les canaux de distribution, et bien forcément les informations de mon hébergeur, par exemple, moi hébergeur, mes informations, elles seront visibles pour un plus grand nombre, donc j'ai plus de chances de générer du trafic dans mon établissement et de générer du chiffre d'affaires, par exemple. Sébastien Martin, au sein de Vendée Expansion, quels sont les usages que vous faites du SIT, du système d'information touristique? Alors, pour le cas d'usage principal, je parle pour l'échelon départemental, pour Vendée Expansion, c'est de faire la promotion des offres qui sont bien sûr enregistrées dans le système d'information touristique pour les présenter sur le site internet de Vendée Tourisme. Mais c'est qu'un cas d'usage très mineur, puisqu'en fait, ce qu'on disait, la donnée est repoussée, ça a déjà été abordé, vers de multiples dispositifs. Donc en fait, les données qui vont se retrouver dans un système d'information touristique départemental ou régional vont être repoussées de manière très large vers de multiples dispositifs. Alors bien sûr, les sites et destinations, mais aujourd'hui, on est beaucoup dans des approches de ce qu'on appelle le cross-selling, c'est-à-dire qu'on va plutôt prendre de la donnée qu'on va aussi remettre à disposition d'autres membres du réseau touristique. Je suis un hébergeur, j'ai un site internet. Pour donner envie aux touristes de venir chez moi, il faut aussi que je leur montre que j'ai peut-être un hébergement de qualité à leur proposer, mais que aussi sur le lieu où ils vont venir en vacances, il y a des choses intéressantes à faire. Et donc là, les hébergeurs vont pouvoir dire est-ce que vous pouvez me pousser les données sur les activités qui sont disponibles à proximité de mon hébergement, les activités, les fêtes, les manifestations qui vont exister. Et donc on a tendance de plus en plus à pousser ces données-là vers les acteurs du tourisme qui en profitent aussi pour dire je valorise mon offre touristique en montrant qu'il y a aussi une richesse d'activités, d'autres offres touristiques aux alentours. Et donc on voit qu'aujourd'hui on a tendance à penser que les systèmes d'information touristique alimentent principalement les destinations, alors qu'en fait aujourd'hui les données sont aussi repoussées beaucoup vers les professionnels entre eux. Et puis l'autre grand cas d'usage, bien sûr, c'est que toutes ces données-là, au-delà de les présenter, simplement dire il existe telle offre, à tel prix, tel tarif, on s'en sert aussi pour la commercialiser. Et est-ce qu'on peut se dire aussi que les clientèles touristiques ont besoin de plus en plus de données très personnalisées, très concrètes? Et est-ce que le SIT le permet?
J'ai un peu la réponse, mais je vous laisse répondre. Aujourd'hui, c'est tout récent, mais aujourd'hui, oui, de plus en plus, on voit qu'on exploite. Il y a encore quelques années, quand on passait la porte d'un office de tourisme et qu'on demandait des renseignements sur une activité, un hébergement, on vous faisait un panier d'offres qui correspondait à vos informations, ce que vous avez donné qui correspondait à vos attentes, et puis dans le meilleur des cas, on faisait un fichier PDF, on vous l'envoyait par mail, ou on vous l'imprimait, et vous repartiez avec du papier. Aujourd'hui, nous en tout cas dans le système d'exploitation touristique qu'on exploite, mais ça date de quelques mois, aujourd'hui, une fois qu'on a fait part de ces attentes, en fait, on vous envoie sur votre adresse email un lien qui vous permet aujourd'hui d'avoir un mini-site personnalisé et qui va se mettre à jour en temps réel tout au long de votre séjour et qui va s'actualiser de manière dynamique. Alors qui permettra de la même manière sur une logique de cross-selling de pousser des offres croisées, mais qui va vous permettre de dire si je suis allé le lundi à l'office de tourisme pour dire voilà, je suis une famille, on a 3 enfants, 2 enfants en bas âge, on voudrait faire telle et telle type d'activité demain, et puis finalement on a changé le programme. Et puis c'est pas demain qu'on va y aller, c'est après-demain. Et je retourne sur mon mini-site personnalisé et les offres ont été mises à jour en fonction de mes critères, parce que tel jour un prestataire est ouvert, le lendemain il ne l'est pas, etc. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans quelque chose où on exploite la donnée de manière dynamique et où on fait du vraiment sur mesure en exploitation numérique de la donnée. Est-ce que vous avez des exemples de destinations qui ont aussi des usages intéressants du système d'information touristique? Il y en a beaucoup. Ce que vous venez de citer sur les systèmes de mini-sites personnalisés, c'est une grosse tendance qu'on voit se développer en ce moment. Il y a des opérateurs qui sont spécialisés là-dedans et qui font des choses vraiment intéressantes, qui sont en train de se déployer notamment dans le cadre des grands événements sportifs là, qui nous attendent. Donc des outils personnalisés pour, je viens à Toulouse pour la Coupe du Monde de rugby et je suis là pendant 3 semaines et on va me pousser des infos qui sont un petit peu taguées, spécifiques pour ce type de clientèle ou qui vont et je n'ai que ces infos-là, donc je suis pas polluée par des choses qui m'intéressent pas. C'est mis à jour en temps réel. Et puis si à un moment donné on a un événement qui est annulé pour une raison X ou Y, on a l'info immédiatement puisque mon mini-site à moi, il est mis à jour immédiatement. Donc il y a des choses intéressantes. Je vais vous donner des exemples, mais je voulais juste compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur les usages des données du SIT. On parle du tourisme, des destinations et des professionnels du tourisme. Mais pour compléter, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'autres acteurs qui viennent consommer ces données-là. 2 exemples, les sites qui viennent aller pousser de l'information d'attractivité des territoires pour faire venir des médecins, des commerçants. Il y a des sites dont c'est la spécialité de faire ça. C'est pas des sites touristiques, mais dans toutes les informations d'attractivité, il va y avoir de l'immobilier, des choses comme ça. Mais il va aussi y avoir de l'info touristique pour donner envie de venir sur le territoire et de se dire waouh, c'est un territoire qui est dynamique, il y a plein de choses à faire. Donc les agendas des fêtes et manifestations, par exemple, se retrouvent sur des sites d'attractivité. Et deuxième exemple qu'on voit se développer aussi grâce aux données des SIT et à l'open data et à la plateforme Data Tourisme notamment, c'est la PQR, la presse, qui a souvent une rubrique sur sa version numérique, une rubrique agenda. Et là, c'est pareil. Ils viennent piocher souvent dans le SIT parce que c'est les plus à même de fournir l'information. On a aujourd'hui des sites comme Ouest France, le Télégramme en Bretagne, mais aussi des opérateurs en Corse, la Provence, qui ont aujourd'hui des modules connectés au SIT pour récupérer l'information en temps réel. Donc on voit que ça dépasse les utilisateurs vraiment touristiques. Et en termes d'exemples, j'en ai un là qui me vient en tête, mais il y en a beaucoup d'autres, des solutions qui vont aller mixer de la donnée de transport à la donnée touristique. Parce que quand vous demandiez à quoi ça sert d'avoir une donnée qui est bien qualifiée, on parle aussi de données qui est bien structurée en termes de format, d'interopérabilité, etc. Et quand la donnée elle est propre et qu'elle est réutilisable, on peut la mixer avec d'autres données. Et on arrive aujourd'hui à avoir des territoires qui développent des solutions qui vont aller mixer de la donnée touristique et de la donnée de transport en commun. Donc je fais mon parcours touristique, mais en même temps, je sais que je dois prendre telle ligne de bus dont le prochain passage est à telle heure et qui m'emmène à tel endroit. Donc il y a des projets sur la ville de Chartres, par exemple, qui est en train de développer quelque chose, ou sur Aix-en-Provence aussi, ils ont des choses qui se développent avec une société dont c'est le métier de mixer la donnée de SIT avec de la donnée de transport. Donc beaucoup d'innovation en fait.
Et justement, pour reparler de vous, Christophe, il y a effectivement tout l'aspect robot conversationnel. Comment est-ce que certaines destinations s'en saisisse? Alors, s'il y en a des exemples. Oui. Il y en a des chatbots. Je vais vous donner 2 exemples, puis ça permettra d'illustrer un peu les propos qui ont été aussi tenus ici. Ce qui est surtout important de noter, c'est qu'aujourd'hui, il y a un changement un petit peu de manière d'aborder l'information. C'est que l'information, on le voit, elle est partout. Il y en a tellement à un moment donné qu'il y a aussi une espèce de surcharge de l'information. On ne sait plus où aller la chercher, on ne sait plus où la prendre et on ne sait plus comment la traiter. Donc il y a un changement de paradigme, c'est qu'on s'oriente plus aujourd'hui, on est plutôt dans ce qu'on appelle le web de la réponse plutôt que le web de la recherche. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus de mettre des mots-clés, d'avoir des listes de résultats de recherche interminables, de cliquer pour aller chercher soi-même l'information. L'idée, c'est je pose la question et j'accède à la réponse et plus au résultat d'une recherche. Et là, c'est pour ça que la donnée, elle est importante parce que justement, elle va nous permettre d'apporter une réponse à une question précise et plus simplement à un ensemble de données et à pousser des données que l'utilisateur ne souhaite pas ou n'a pas besoin, quitte à le surcharger, pour ne pas le surcharger, de toutes ces informations-là. Et c'est pour ça qu'il y a certaines destinations, effectivement, qui s'en saisissent, parce qu'on voit bien, on a parlé de préparation, par exemple, de son voyage, mais on parle aussi pendant le voyage, pendant le séjour, et on a des solutions, on a des gens qui ont des questions concrètes, précises, qui se posent à des moments où l'office de tourisme n'est peut-être pas ouvert, par exemple, à des moments où le soir, pour préparer sa journée le lendemain, et où là, on va effectivement pouvoir aller utiliser des dispositifs de type robot conversationnel pour pouvoir aller chercher la réponse dans le système d'information, et seulement la réponse dont j'ai besoin, et pas une tonne d'informations. Ça rejoint un peu l'exemple qui était pris avec l'exemple des mini-sites où on va faire une sélection pour vous des informations. Donc là, on a par exemple 2 cas de figure. Je vais vous citer par exemple le département de la Nièvre, aujourd'hui, qui déploie ces robots conversationnels à travers le web, mais un dispositif de borne aussi, pour pouvoir apporter de l'information aux visiteurs à des endroits où l'office de tourisme ne peut pas être présent, ou alors quand il est fermé, notamment pouvoir apporter ces informations-là et répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tout cas à des questions récurrentes de premier niveau qui reviennent régulièrement par les visiteurs, qui sont posées par les visiteurs. Donc on voit bien que là, effectivement, on va avoir accès à l'ensemble des informations du SIT, que ce soit les prestataires, mais aussi des informations un peu plus institutionnelles. L'autre cas, c'est une expérimentation qu'on a menée notamment avec Data Tourisme sur la compagnie Brittany Ferries, donc où on avait équipé un des bateaux de la compagnie pour conseiller et apporter des informations aux voyageurs anglo-saxons lors de la traversée depuis l'Angleterre vers l'arrivée c'était le port de Roscoff, donc vers la Bretagne. Et en fait, on avait référencé plus de 35 000 points d'intérêt et on allait recommander aux visiteurs, voyageurs, donc aux clients de la compagnie Brittany Ferries, les sites, les monuments, les activités, les événements qu'ils allaient pouvoir faire une fois arrivés à destination. Donc on voit bien, c'est aussi un moyen d'aller diffuser l'information plus largement et pas simplement par les institutionnels, mais aussi maintenant par des acteurs privés qui, eux, ont tout intérêt pour apporter du service supplémentaire à leurs clients et faire la promotion en même temps de la destination sur laquelle on est. Donc on voit bien à travers ces 2 exemples, que ce soit les opérateurs privés ou plutôt des institutionnels, l'idée c'est vraiment d'aller apporter l'information, d'être au plus proche du visiteur notamment, et d'aller apporter l'information et la bonne information au bon endroit et au bon moment. Diriez-vous que la crise sanitaire a accéléré les comportements des clientèles pour avoir toujours plus de données précises, etc. Vous pouvez... C'est une question collective, hein. Alors attention. Un avis personnel en tout cas. Je ne sais pas si la crise sanitaire a accéléré, mais en tout cas, la transformation digitale et l'utilisation des outils digitaux, en tout cas, y a contribué notamment. Aujourd'hui, on le voit quand on regarde un petit peu les études, notamment si on se place du côté du voyageur, on voit bien que quand il est sur place, la première chose qu'il va faire, c'est prendre son smartphone. Plus de 50% des voyageurs utilisent leur smartphone pendant leur séjour. Ils vont chercher l'information sur Internet. Donc ils ont déjà ce réflexe d'aller chercher sur Internet. Dans le meilleur des cas, ils trouveront le site de la destination en premier, ils prendront l'information ici, et surtout, ils n'iront pas fouiller des dizaines et des dizaines de pages, ils prendront l'information et ils vont la trouver. Si c'est Google, ça sera Google, si c'est TripAdvisor, ça sera TripAdvisor. Si c'est le site de la destination, c'est encore mieux, j'allais dire. Mais malheureusement, c'est parfois compliqué d'arriver avant ces gens-là. Donc, je ne sais pas si ça a accéléré, mais en tout cas, ça a facilité la transformation digitale. L'utilisation des terminaux mobiles, notamment, a facilité l'usage de ces technologies pendant le voyage et la recherche d'informations à travers ces outils. Des compléments peut-être, Pascal? Un exemple qui est parlant pour tout le monde, c'est le QR code.
qui est un des impacts de la crise sanitaire. Qui est revenu. Le QR code, Contre les il morts. a été lancé à un moment donné. Il y a eu quelques tests qui ont été faits dans le tourisme qui n'ont absolument pas marché. Et puis à un moment donné, Covid, QR code et compagnie. Et aujourd'hui, on a énormément de solutions digitales qui viennent pousser de l'information touristique, qui s'appuient sur des QR codes et qui pour le coup maintenant fonctionnent mieux qu'avant. Parce que les utilisateurs ont pris le réflexe de voir sur du mobilier urbain un QR code et de se dire il y a de l'information derrière et je vais la chercher, ce qui ne marchait pas du tout il y a quelques années. Donc voilà, un petit impact de la crise sanitaire sur les données. Et Sébastien, même sur l'accueil numérique d'une destination. Hein, moi, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Les gens sont en attente de réponses et les outils numériques digitaux sont là pour effectivement essayer de leur apporter des réponses le plus rapidement possible. Mais on utilise, nous, une solution de marketing conversationnel aussi sur notre site internet. On se rend compte qu'il faut utiliser les bons outils au bon moment et que faut pas non plus tout miser sur le numérique, hein, et que nous on voit justement que on a différentes étapes d'accompagnement dans l'utilisation de ces outils de commerce conversationnel et qu'on se rend compte que là où on a le meilleur taux de transformation et où on est les plus pertinents pour répondre aux clients, c'est souvent, une fois qu'on a réussi à préqualifier un peu la demande, d'avoir bien un accompagnement final avec de l'humain, et que c'est là où on apporte quand même le plus de valeur ajoutée sur la connaissance de l'offre, et que c'est souvent là où on arrive à concrétiser les ventes, et que c'est là où on est le plus efficace. Alors, effectivement, ces outils-là, et ça rejoint un peu ce qui avait été dit tout à l'heure sur la présentation de l'utilisation de l'IA, c'est qu'effectivement ces outils-là peuvent permettre d'écrémer de manière assez large toutes les questions un peu génériques où en fait on perd des collaborateurs pour répondre à des questions finalement qui sont assez basiques et qui n'amènent pas forcément des ventes ou qui vont pas forcément faire que les gens vont se décider à venir ou pas sur la destination, et que là il y a un vrai gain, il y a un vrai avantage, mais on voit bien que dès lors qu'on a entre guillemets réussi à ferrer le poisson, il faut arriver peut-être à lui donner un niveau de précision, parce qu'on se rend compte à faire des questions très pointues qui déclenchent pas l'achat, et que dans ces cas-là, aujourd'hui, l'humain a encore beaucoup de place. C'est certain. C'est peut-être même encore plus maintenant, mais le digital est une prolongation. Sur le côté H24, comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, en tout temps, en tout lieu, on a besoin d'informations et les outils numériques viennent compléter. Mais c'est vrai qu'il n'est pas question, je pense, d'aller remplacer l'humain, et loin de là, mais plutôt de lui confier des missions sur lesquelles il apporte plus de valeur ajoutée. Et effectivement, sur la fourniture du listing des restos de la ville, là, le robot, il saura au moins aussi bien faire. Donc, c'est vraiment la complémentarité des deux qui est super importante. Alors, vous laissez la parole. Je vais juste apporter un complément aussi, puisque j'ai contact avec les offices de tourisme de Loire-Atlantique, puisque je suis de Loire-Atlantique Développement. Et le témoignage qu'ils avaient, c'est qu'effectivement, les points de contact se multiplient. Ils peuvent, du coup, regarder la veille, parce qu'il est 23h et on va pas appeler un office de tourisme à 23h. En tout cas, regarder les informations. Et si les informations trouvées sont intéressantes, ils vont téléphoner le lendemain en se disant, ok, je vais réserver. Enfin, voilà, il y a des points de contact qui se multiplient. Et effectivement, les deux peuvent être complémentaires. Mais c'est un peu le sens. Non, mais au contraire, c'est très bien. C'est un peu le sens du propos. C'est qu'on voit bien que le parcours client, on a déjà parlé de deux cas d'usage. On a parlé de la préparation de la visite, c'est-à-dire que je dois acheter mon hébergement, par exemple, et mon transport pour me rendre sur mon lieu de villégiature, puis je suis sur place. Donc, on voit bien déjà qu'on a deux cas d'usage différents, mais on voit bien aussi que le parcours client, et c'est ce que vous étiez en train de dire, il s'arrête pas simplement à j'ai acheté mon hébergement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la recherche d'informations, il y a la prise d'informations, il y a la prise de contact, il y a les questions que j'ai, il y a la réservation, il y a le support sur ma réservation. Donc là, je suis que sur la préparation de séjour. Quand je suis sur place, j'ai mon hébergement, j'ai bien vu qu'il y avait 1 ou 2 sites à visiter, mais après, ça me fait pas la semaine, je fais quoi? Donc, on voit bien que le parcours client, il dure dans le temps, et il est même après le séjour aussi. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où effectivement il ne faut pas opposer les humains et les machines et les technologies au reste, et que en fonction du cas d'usage et en fonction du moment où on est, de l'instant où on est, j'allais presque dire du contexte ou de l'émotion dans laquelle on est à un instant donné, parce qu'on parlait tout à l'heure de changer d'avis, parce que je veux plus faire cette activité-là, mais je vais faire celle-là, parce que j'ai changé aussi un petit peu, je suis dans un contexte émotionnel un peu différent. Et on voit bien que là, en fonction
de tous ces besoins-là, on va avoir des outils qui vont pouvoir répondre plus ou moins bien, à plus ou moins grande, pertinence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir comme des canaux qui vont permettre d'adresser l'information et d'améliorer l'expérience, de visite qui va être proposée sur la destination, plutôt que de se dire je vais essayer de mettre des humains partout parce que ça sera de toute façon pas possible, et on connaît aussi les limites des machines. Donc autant intégrer le meilleur de chacun tout au long du parcours de visite et du parcours client. Alors là, je vais faire un peu mon avocat du diable. Pourquoi le SIT a autant de mauvaise presse alors dans le milieu professionnel touristique? À chaque fois, on se dit oh là là, faut que j'aille dans le SIT. On a l'impression que parce que ça prend du temps, parce que peut-être Sébastien revenir là-dessus. Et c'est quoi un peu les côtés un peu moins sympathiques du SIT? Je sais pas si c'est le SIT en tant que tel qui a mauvaise presse. Je pense que pour beaucoup de professionnels du tourisme qui gèrent des petites structures et qui doivent faire 50 000 choses différentes pendant la journée, c'est pas un plaisir que d'aller mettre des infos à jour sur un système informatique. Mais je pense qu'à la limite, la réflexion est la même. C'est plutôt que c'est une tâche qui est pas intéressante et que c'est pas plus intéressant d'aller mettre ces informations sur le SIT que d'aller les mettre sur Google Adresse ou sur d'autres supports. Donc je pense que c'est plutôt qu'une bonne partie des professionnels, c'est pas leur cœur de métier, que c'est chronophage et que c'est plutôt une tâche administrative qui rebute, mais quel que soit le support sur lequel on le met, je crois pas que ce soit une problématique qui soit propre au système d'information touristique, puisque on récupère une bonne partie aussi des informations aujourd'hui en passerelle, par exemple par rapport à des labels comme JT de France ou Clé Vacances. Je pense que les adhérents de ces labels-là, le font pas avec plaisir que d'aller mettre leurs informations à jour sur les fiches. Donc je pense pas que c'est lié à l'outil ou dispositif en tant que tel, mais au fait que c'est une tâche qui a plutôt tendance à rebuter les gens dont c'est pas le métier. Et aussi le fait que si on ne se rend pas compte de à quoi ça sert, on n'a pas envie. En fait, souvent, on voit quand on discute avec les professionnels qui sont amenés à mettre à jour leurs fiches, ou même parfois au personnel des OT ou des CDT, c'est une boîte noire, le SIT, qui sert à faire des stats, qui sert à faire des rapports pour le patron, et puis qui sert à alimenter le site web, et puis c'est tout. Quand on ne se rend pas compte de toute la puissance du truc et tous les canaux de diffusion, on est moins motivé aussi à prendre un petit peu de temps pour aller vérifier, mettre à jour et qualifier. Nous, c'est quelque chose qu'on a vu vraiment exploser avec le déploiement de la plateforme Open Data Tourisme, qui a multiplié les canaux de diffusion de la donnée, et où à un moment donné, la donnée des SIT qui était uniquement sur les sites des destinations, 2-3 partenaires clés et puis la brochure du coin et le rapport d'activité, elle s'est retrouvée sur des dizaines et des dizaines de sites avec potentiellement des choses qui n'étaient pas à jour ou des erreurs. Et là, on se rend compte de l'intérêt d'aller passer du temps pour qualifier la donnée, la mettre à jour et la compléter, parce que quand on voit que l'info, elle est parfois pas bonne, il y a des niveaux de qualité qui sont différents dans une base de données. Quand on se rend compte de l'usage et de à quoi ça sert, on a un espèce de cercle vertueux qui se met en marche et qui fait que la donnée, on a tout de suite beaucoup plus, alors je ne vais pas dire de plaisir d'aller mettre à jour une base de données, c'est toujours une tâche un petit peu, mais quand on se rend compte de pourquoi on le fait, c'est beaucoup plus efficace. Nous, on l'a vu sur des partenariats qui ont été mis en place où la donnée a été exposée sur des gros sites internet avec beaucoup de visiteurs et où on se rend compte que la fiche, elle est pas top parce qu'on ne l'a pas mise à jour depuis 6 mois. Je peux vous dire que dans les 48 heures qui suivent, on se remonte les manches et la donnée, elle est complétée, mise à jour, rectifiée, etc. Donc c'est ce côté un peu cercle vertueux de plus on l'expose, plus on la montre, plus il y a des gens qui sont susceptibles de la voir et plus on a envie de passer du temps à la chouchouter, cette donnée, et à la qualifier. Alors les 2 points ont été dits, c'est juste pour apporter un peu d'illustration aussi à ces 2 sujets. C'est que je pense que les socio-professionnels ne comprennent pas forcément effectivement la valeur. Quand je dis la valeur, c'est pour eux, pour leur entreprise, que peut avoir cette donnée et l'importance de la qualifier, de la saisir correctement. Je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est souvent très parlant. C'est quand aujourd'hui, sur nos dispositifs, par exemple, on demande, tiens, où est-ce que je peux manger ?
j'ai des éléments de contexte pour répondre. J'ai par exemple la position géographique de l'utilisateur. Donc, je vais pouvoir lui recommander des restaurants qui sont à proximité de lui. Mais par exemple, si j'ai pas les horaires d'ouverture, je fais quoi? Je recommande ou je recommande pas? Parce que je sais pas si l'établissement est ouvert. Donc, si je veux pas créer de la déception, je vais pas recommander un établissement pour lequel je n'ai pas les horaires, pour lequel je ne suis pas sûr qu'il est ouvert. Donc, si j'ai les horaires qui sont correctement saisis, au bon endroit, au bon format, et que du coup, la machine peut utiliser, dire, bah, tiens, ce restaurant-là, il est ouvert, donc je peux le recommander, il est à proximité, il répond aux critères ou au profil de mon utilisateur, donc à ce moment-là, je peux le pousser. Et là, ça prend effectivement beaucoup plus de valeur parce que un établissement, il peut être très bien et être très recommandable, et c'est dommage de ne pas pouvoir le recommander parce qu'on n'a pas les horaires d'ouverture tout bêtement. Voilà.